Bien le bonjour les amis, bienvenue à La Prescription avec votre docteur Fred Lambert. Alors, comment se passe votre été? Est-ce que vous avez fait un beau voyage? Vous partagez vos photos à tous les gens? Et c'est plaisant, il fait chaud, vous vous baignez? Vous en profitez, j'espère. Pour ma part, écoutez, c'est un été particulier, rempli de gastro, otite, COVID, rhume, allergie et une jolie méningite sur le tas. Oui, la santé a été fragile. Est-ce que c'est la faute des camps de jour de mes enfants? Est-ce que c'est la fatigue accumulée du travail? Tout ça reste un grand mystère, mais ce n'est pas mon été préféré, pourrais-je dire ainsi. Mais aujourd'hui, alors que vous écoutez cet épisode, peut-être il y a une once d'espoir qui s'est installée au cœur de ma famille. Je suis présentement au camp musical Père Lindsay, un lieu que j'affectionne énormément, qui se situe dans la Nodière, tout près de Saint-Côme, un endroit que je fréquente depuis l'âge de 9 ans, lorsque j'étais étudiant. J'ai appris la musique à cet endroit, j'ai appris aussi l'amour de chanter, alors qu'il y a de la chorale, l'amour de l'opéra. C'est la première fois que j'ai entendu un opéra à cet endroit, Les Noces de Figaro, je me rappelle encore. Je vous épargne, je ne vais pas chanter un petit extrait quand même aujourd'hui. Et aussi initié à la danse, on faisait de la danse, c'était obligatoire. Et quand après avoir traversé l'adolescence, et qu'on ne peut plus être campeur, eh bien, j'ai été cuisinier dans cet endroit. Et finalement, aujourd'hui, j'y suis comme professeur de violon, d'alto, mais aussi de musique de chambre. Et pourquoi j'ai un tel attachement pour cet endroit? Ben, simplement parce qu'il y a quelque chose de magique de se promener dans le bois et d'entendre de la musique, mais surtout de voir des jeunes grandir, de se développer une passion pour la musique classique, mais aussi pour différents types d'art qui ne pourraient pas nécessairement être initiés. Aussi, quand même, il faut avouer que l'Internet ne se rend pas vraiment là-bas. Alors, on oublie toutes les applications, les jeunes vont bâtir leur personnalité avec la nature. Je trouve que ça joue beaucoup. Et bref, j'ai toujours défendu cet endroit, même en 1999, lorsque le film American Pie, Folie de graduation en français, une comédie bien grivoise, de mauvais goût, je crois que le classement c'était 6 sur 7, et c'est pas, ça veut dire, je pense 6 dans le guide, ça veut dire minable, alors c'est pour vous dire. Et ça dépeignait à travers ce film un portrait assez débile des camps musicaux. Et le film a eu un immense succès, évidemment, au box-office. Et croyez-moi, beaucoup de gens m'en ont parlé pour dire, est-ce que c'est vrai que c'est comme ça que ça se déroule dans des camps? Mais non, j'ai tout ignoré. Et avec mon super pouvoir de persuasion, j'ai réussi à faire oublier ce navet de film, du moins dans mon entourage. Mais aujourd'hui, on va parler des choses positives du camp Sexamen. Tout ça, ce camp m'a amené à rencontrer des gens extraordinaires, des gens formidables, dont mon invité, la chère Lisandre Ménard. Lisandre est le projet musical solo imaginé par l'artiste montréalaise Lisandre Ménard, qui œuvre dans le milieu de la musique classique et du cinéma depuis plusieurs années. Elle a suivi une formation en piano classique à la Royal Academy of Music de Londres et au Conservatoire de musique de Montréal auparavant. Elle a collaboré comme chambriste avec Stéphane Tétrault, pentaèdre et la saxophoniste anglaise Jess Gillen. Elle s'est produite en concert au Québec, en Angleterre, en France, en Espagne et en Allemagne. En 2012, elle joint le groupe de musique indie The Ludies. Elle est depuis musicienne accompagnatrice de plusieurs groupes, notamment le groupe de musique anglais Girlry et au Québec avec Claude Pelgag, Elena Dellen, Ping Pango. En 2015, elle fait ses débuts au cinéma dans le long-métrage de Léa Poul, La Passion d'Augustine, et continue d'accumuler les rôles depuis. En 2022, elle sort son premier album complet, Sans oublier, réalisé par Alexandre Martel, et elle est nommée Révélation Radio-Canada 2022-2023.
Voici mon entretien avec Lisandre Ménard. Hey, question comme ça, je me demandais, à quel âge que tu as pensé, que tu as su que le piano, ça allait être dans ta vie professionnelle? Je me demandais ça. Puis pas nécessairement classique, je parle piano, point final. Secondaire 5 à peu près, je pense. Secondaire 5? Ouais. Quand même, avant le cégep. Ben, c'est vrai que c'est comme un moment décisif où est-ce que je vais aller, dans quoi je vais étudier. Ouais. T'avais-tu des doutes d'aller dans quelque chose d'autre? Oui, mais il était comme secret. Ah, c'était secret. C'était comme... Tu peux-tu le dire maintenant? Ben, il y avait comme l'envie d'aller peut-être en théâtre. OK. Ça a toujours été comme dans ma tête, mais en même temps, je me disais, c'est trop d'heures, puis il faudrait que je fasse ça à temps plein. Puis, tu sais, je voulais être dans la troupe de théâtre à Durocher, mais c'était pendant mes cours de piano, le vendredi. OK. Ou peu importe quelle date, mais je savais que cette période-là, je pouvais pas le faire. Mais non, c'est ça. Parce que les gens l'oublient à quel point que le conservatoire, justement, en piano, c'est intense, tu sais. My God, c'est fou, hein? Ben, pas juste en piano, mais dans tous les n'importe quel instrument qui s'inscrivent à cette institution. Et toi, tu as commencé assez jeune, le conservatoire, non? Non, c'était à l'université. OK, tu as commencé cégep à Vincent d'Indy. OK, Vincent d'Indy, c'était après ton conservatoire, première année d'université. Ce qui est un peu pas très conventionnel, parce que souvent, les gens du conservatoire sont allés là depuis qu'ils sont tout petits, les fins de semaine, pour les formations, puis il y a comme une espèce de cycle à suivre, et c'est comme naturel d'aller faire l'équivalence d'un deck, si on peut dire ainsi, puis après, bon, et ainsi de suite. Donc souvent, quand ceux qui arrivent comme ça, c'est quand même un moment d'adaptation. Premièrement, tout le monde te connaît, personne te connaît. Ben, à cause du camp musical, j'avais un peu des gens assez importants qui pouvaient me guider un peu. Ouais. Le camp musical Père Lindsay. Ouais, c'est plus le camp musical de la Voilà. Exactement. Je pensais d'ailleurs à ça avant qu'on se rencontre aujourd'hui, à quel point que tu es tellement je veux pas dire produit, mais ou un enfant complètement modelé par ce camp-là. Pourquoi? Parce que souvent, on va parler du camp musical du Père Lindsay comme un camp de musique, oui, parce que il y a le mot musical, puis les gens vont aller faire de la musique. Mais c'est beaucoup plus gros que ça, ce camp-là, parce que c'est peut-être un des rares camps où la musique est omniprésente, mais où ça devrait presque s'appeler parfois, je dis, un camp multidisciplinaire. Des arts, parce que les gens vont faire du théâtre, ils vont faire de la danse. La comédie musicale. Oui, ils vont faire du chœur, l'opéra, du chœur tous les matins. Ils vont aussi pratiquer leur instrument. Il y a de l'orchestre. Le niveau, le nombre d'activités qu'il y a dans ce camp-là, c'est assez fou. Quand même, hein? Puis tous les gens qui sont allés longtemps, comme toi puis moi, et plein d'autres, pratiquent tous des carrières un peu multidisciplinaires. Oui, multidisciplinaires. Où la musique, oui, est quand même le centre de gravité. Oui, mais il y a quand même... Ouais. Puis dans ton cas, je trouve que c'est ça qui est assez hallucinant. Tu as vraiment eu un chemin pianistique, là, on va dire ainsi, parce que tu as fait ton conservatoire. Après la fin de ton conservatoire, tu t'es dirigé vers Londres, à la Royal Academy de musique de Londres, qui est quand même une pas pire école, qu'on peut dire ainsi. Comment ça s'est passé ces années-là? On n'en a jamais reparlé. Je me souviens qu'on s'était vu juste avant ton départ. Ouais, c'est T'étais comme, je suis dans les valises, je prépare tout ça. C'est fou. Et parce que moi, j'ai joué là, j'ai fait des concerts là pour des compétitions de quatuor à cordes. Déjà, juste comme invité, c'était impressionnant d'être sur les lieux, je trouvais. Absolument. Tu sais, t'as le petit jardin en arrière, il y a comme, tu sais, tout ça. Il y a quelque chose de très prestigieux dans le bâtiment. Vraiment. Qui te donne envie d'avoir une certaine discipline. Tu te dis, OK, je suis ici pour retirer le plus possible, dans le fond, de cette institution-là. Pas toujours pour le meilleur, je dirais. Là, j'avoue que j'ai dit oui à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que je me disais, je connais personne, je veux rencontrer le plus de monde possible. Je me suis ramassée dans des
à accompagner des cours de violon avec du monde qui était très... qui avait pas la même philosophie musicale que moi. Donc, ça m'a déplu à certains moments, bien plu à d'autres moments. Puis là où j'ai vraiment trouvé mon lieu, c'est quand j'ai travaillé avec Ian Brown du Nash Ensemble, qui était mon professeur de piano. Parce que eux, ils m'envoyaient en accompagnement vocal, puis moi, je leur disais, non, moi, ce que je veux accompagner, c'est des cordes, c'est des brasses, c'est des instruments, des clarinettes. Puis ils m'ont envoyé avec Ian Brown. Puis là, il y a eu un gros changement dans ce que je comprenais de la musique. C'était pas ton professeur à la base quand t'es arrivé? Pas officiellement. Okay. J'avais des cours avec lui, puis j'ai comme... Puis Ian Brown, pour ceux comme tu viens de le dire, il est encore dans le Nash Ensemble, qui est un des plus prestigieux ensembles d'Angleterre de musique de chambre. J'ai quand même plusieurs CD à la maison. Ouais, des trucs qu'ils ont fait, puis tous leurs enregistrements sont des références. Oui. Puis lui avait une sagesse, puis il était très libre aussi dans son enseignement. Il essayait pas de refaire ma technique d'une quelconque façon. Il m'amenait des idées, beaucoup. Puis c'était très, très, très enrichissant à partir de ce moment-là. Puis j'ai compris, OK, la collaboration, c'est ça qu'il faut dans ma vie. OK, c'était ton moment, OK, ça. Là, même si je fais mes affaires à moi, il faut que j'intègre des personnes dans... Mais tu l'avais pas compris avant d'arriver là. Quand tu étais arrivé là, tu voulais plus, comment je pourrais dire, améliorer tes qualités de musicienne soliste, on pourrait dire ainsi? Non, c'était vraiment plus mes qualités de musicienne accompagnatrice. OK. Que j'avais déjà commencé avec Claire Ouellette au conservatoire. OK, oui. Puis je voulais aller voir si... Tu sais, parce que c'est un métier en soi aussi, puis d'accompagner, mais je voulais aller perfectionner la musique de chambre, qui est aussi, comme tu sais, un métier d'être chanteuse aussi. Est-ce que tu as eu la chance de te former un petit ensemble de musique de chambre? Oui, pendant un temps, c'était quoi encore? C'était le trio Pantoum, qu'on s'appelait. Oui. Puis... vous avez été actif pendant un petit bout, là. Ouais. Tout le long que j'ai été là-bas, on a fait beaucoup de trios ensemble, des compétitions là-bas, puis c'était vraiment super. J'avais beaucoup de duos aussi. Ouais. Avec des violoncellistes. J'étais la pianiste des trombonistes de l'école. Parce que j'étais avec un tromboniste là-bas. J'ai appris tous les concertos, toutes les sonates. Toutes les tunes, pas de secret pour toi. Ah non, à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, OK, c'est ça. C'est bon à savoir, ça. Ouais. Et t'as été à Londres pendant 2 années? Ou 3? Quasiment 3. Quasiment 3. Parce que finalement, là-bas, j'ai rencontré un band qui s'appelle Girl Ray. OK. Qui sont des personnes extraordinaires qui m'ont demandé de tourner avec eux. Puis finalement, j'allais revenir à Montréal, puis je me suis dit, non, je vais aller faire la tournée avec vous. OK, donc tu étais à titre remplaçante ou... Non, il y avait envie d'avoir plus de musiciens dans leur groupe. Okay. À la base, ce sont 3 filles, puis ils ont engagé leur amie. Est-ce qu'il y a du stock qu'on peut trouver facilement? Ah oui, tout est sur toutes les plateformes. Girl Ray. Puis t'as fait un des disques avec eux ou Non, moi j'ai fait juste les tournées. OK, les tournées. Vous êtes allé un peu partout? Un peu partout. On a ouvert pour Métronomie pendant 1 mois et demi. Puis après ça, on a fait notre tournée Headline pendant quasiment 2 mois. Jusqu'à ce que l'Espagne ferme pour la pandémie. Fait que c'était jusque-là. Ouais. OK. Notre tournée, elle a fini... Parce que tout ça, c'était ton extension d'Europe, au fond. Ouais. Jusqu'à temps que et là, la pandémie frappe, puis tu as décidé de revenir ici. Exact. C'était pas de problème. C'est pas, on l'éteint, voilà. Donc, tu as décidé de revenir ici, qui était probablement une sage décision. Parce que je pense que la pandémie, c'était quand même assez rough. C'était rough. En Europe, là. Ouais. Si la pandémie n'avait pas frappé, penses-tu que tu continuerais cette espèce d'aventure européenne? J'avais comme une idée derrière la tête d'essayer de faire leur tournée aux filles quand elles en avaient, pour le 3e album peut-être, ou quelque chose dans le genre. Je sais pas si c'était encore sur la table. On se dit ça quand on se voit, parce que je suis retournée en Angleterre en novembre, puis il était comme, si on fait une grosse tournée, est-ce que t'aimerais ça? C'est un peu un rêve de le faire. Après ça, les choses ont comme déboulé ici. Oui.
Allons-y avec ça, avec les choses qui ont déboulé, parce que pour bien du monde, ça n'a pas tant déboulé les dernières années. Oui. Donc, toi, t'es revenu. T'as-tu fait le classique, aller revivre chez tes parents un petit peu le temps Non, j'ai eu... il y a un appartement familial à Montréal. Okay. Donc, j'ai eu la chance de rester là un peu. Vraiment un bel endroit où composer, pratiquer. J'ai dansé. Je veux dire, toutes les activités que tout le monde a faites pendant la pandémie, je les ai faites. Faire du pain, devenir boulangère, tout. Tes autres, les classiques. Mais quand même, quand tu dis que les choses ont déboulé, parce que là, on parle de 2 ans et demi, presque 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que je sais qu'il y a un projet de web-série, si je ne me trompe pas. Il y a un disque, on va beaucoup aussi discuter. En tout cas, on va discuter de tout. Qu'est-ce qui est une série, télévision. Aussi. Tu as eu beaucoup de boulot. Mais qu'est-ce qui quel projet créatif est apparu en premier? Lisandre, mon projet de musique. Ton projet Lisandre. Oui, d'ailleurs, on va le dire, ton projet de musique qui est disponible partout, mais sous le nom de Lisandre. Ouais. C'est ça le nom artistique. Ouais. Pourquoi tu as droppé le nom de famille? Moi, je l'aime, ton nom de famille. Je pense que c'était pour moi aussi faire une distinction entre l'interprète et l'autrice-compositrice. Oui, ça, je peux comprendre aussi. Puis c'est un prénom, c'est assez catchant, je veux dire, pour essayer de reconnaître qui interprète, qui compose, tout ça. Moi, j'ai remarqué, évidemment, j'ai écouté ton disque, que j'ai beaucoup aimé, et je me suis amusé à aller explorer, d'ailleurs, tu vois, j'étais en train d'ouvrir l'application pour aller voir ça. J'ai trouvé des chansons qui ne sont pas sur le disque, qui étaient à part, qui étaient des singles qui ont apparu, Maison Dieu, Artemis, qui était en 2020, c'est des trucs de 2020. Et ceux-là, on dirait que et le titre de ton album, il faut quand même le dire, ça s'appelle Sans oublier. Ce sont d'autres chansons. Est-ce que pourquoi t'as pas voulu faire ça? Souvent, les gens font cette espèce de démarche, ils vont donner quelques chansons. En fait, c'était un EP. OK. Je sais pas si tu le vois dans la plateforme où est-ce que tu es, mais au début, il y a eu comme un single Artemis pour lancer la patente, puis qui faisait partie du EP Maison Dieu. Qui faisait partie de Maison Dieu, point final. Okay. Maison Dieu, c'est comme la première publication pour... c'est ton test un peu, c'est un micro-album. Comme un peu un micro-album, carte de visite un peu pour... justement, essayer d'aller trouver un label, aller trouver une équipe. Toi, ça a été ta technique, ça, justement, de faire une prod indépendante de ton truc à ta façon, comme tu le voulais, et là, après, d'aller cogner aux portes, ou du moins présenter. Et qui a ouvert la porte? Chivi. Qui ont été ceux qui ont embarqué dans le tas et qui ont dit, OK, là, maintenant, on va aller un peu plus loin, on va faire un album officiel. Mais même cette technique-là, j'ai conservé pour mon album. Je suis productrice de mon album. Puis, encore? Oui. Okay. C'est comme important pour moi d'avoir les bandes maîtresses, puis d'essayer le plus possible de financer ma propre affaire. Oui, puis on le voit en plus, de plus en plus, des gens le regrettent un peu, l'autre démarche de se faire tout construire et après, tu te possèdes pas vraiment. Ouais, exact. C'est un peu triste. Donc ça veut dire faire des demandes de bourse, ça veut dire faire un paquet. Et tu as réussi à trouver ton financement quand même pour tout réaliser ça. J'écoutais le disque sur les plateformes. Bon, je n'avais pas accès à pochettes, etc. C'était comme... Aujourd'hui, c'est rendu tough. C'est quand même tough de trouver les pochettes. Là. Mais tout de suite, en écoutant, je me disais, mon Dieu, j'ai l'impression qu'avec une tonne de collaborateurs sur le disque. Oui, il y en a beaucoup. Je me suis demandé ça. Après, je me suis dit, peut-être c'est juste... Elle s'est entourée de 2 multi-instrumentistes. Donc, tout le monde a mis... Et après, je me suis même dit, me penser à toi, je me suis dit, peut-être que Lisandre est capable de jouer plein d'autres choses que je suis pas au courant. Je sais qu'elle chante, je sais qu'elle joue du piano. J'ai joué la guitare. C'est qui le core du band? Est-ce que tu as un band officiel qui te suit tout le temps? Oui, il y a le bassiste Étienne Dupré. Oui. En fait, le core de l'enregistrement, c'est Étienne Dupré et Samuel Gougou à la batterie. OK. Et Alexandre Martel à la réalisation. Excellent. Donc, une autre tête, on était les 4 têtes un petit peu toujours là. Après ça, Blaise est mort, il a beaucoup aidé aussi à la réalisation, à la pré-production de beaucoup de choses. Après ça, il y a les ingénieurs de son. Mais l'EP, c'est réalisé pendant la pandémie aussi. Oui, ça c'était juste Blaise est mort et moi avec des musiciens. Samuel Gougou, Simon Pagé. Mais la réponse a été positive assez rapidement parce que là, on est en 2022.
ton album est sorti, avec des très bonnes réactions, je trouve, quand même. En général, c'est super bon, tout le monde aime ça. Et là, tu as été nommé Révélation de Radio-Canada, ce qui est très cool, parce que ça, c'est cool. Ben, ça, c'est comme une... Écoute, c'est... N'importe qui l'a eu est très heureux de l'avoir eu. Surtout dans le cas, ben, tu sais, en musique classique, c'est toujours un peu moins évident de mettre une figure classique dans les médias, mais dans ton cas, ben, ils vont bien s'occuper de toi. Là, on va te voir vraiment un peu partout. Je suis d'ailleurs content qu'on se parle maintenant parce que je sais qu'à partir de septembre, toi, ça risque de rouler. Tu vas faire un peu de télé, tu vas faire de la radio, tu vas t'inviter... Pendant une année, tu vas te gâter médiatiquement parlant, ce qui est agréable. Est-ce que c'est étourdissant tout ça quand même? Parce que je trouve que, écoute, je veux pas dire ça méchamment, mais il y en a qui se battent tellement pour que ça lève. Toi, t'as juste été super travaillante, t'as fait ton affaire, ça marche. C'est ce qui est merveilleux, mais en même temps, il y a peut-être un peu le tournis de... Ça doit quand même être stressant un peu d'aller tout se présenter musicalement comme ça devant les gens, tu sais. Ah, vraiment. Ça l'est vraiment, d'autant plus que je viens pas nécessairement de ce milieu-là. Non, c'est ça. Ce que j'ai compris qui me faisait pas nécessairement du bien des fois dans le classique, c'était la pression. Puis c'est drôle parce que les gens vont penser que j'arrête de faire du classique, mais c'est pas le cas. Non. Moi, je fonctionne... Sûrement, tu fonctionnes de la même manière par projet. S'il y a quelqu'un qui m'arrive, « Hey, ça te tente de faire Quatuor de Steve Reich je sais pas moi, au Centre Phi avec des installations. » Je suis comme, « Yes, sir! » C'est sûr que oui. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'éradiquer tout type de pression. Puis si ça va pas assez vite, puis qu'on me le dit, mais que ça va à mon rythme, je fais comme, hey. Pas de problème. C'est pas grave. Si je suis pour choquer une affaire pour garder mon esprit groundé puis sain, je vais le faire. Donc, la pression conservatoire, la pression du Royal Academy, c'était là, c'était présent. C'était présent, puis pas nécessairement de manière positive. Puis j'ai développé de l'anxiété de performance. J'ai été traitée pour l'anxiété de performance. J'ai trouvé mes trucs. J'ai compris. J'ai parlé beaucoup de ça. Puis j'ai vu des professionnels. Puis là, c'est comme... J'essaie d'aller soutirer la chose importante quand je performe. Puis ça fonctionne. C'est comme... bon. Puis tu connais tes signes aussi, hein? Ouais. Tu sais, moi aussi, même chose, anxiété de performance, même affaire. C'était un an. C'était un an de recherche. Ouais. Une bonne année. À chaque fois que j'ai des amis, là, ça arrive de plus en plus. Une fois par année, j'ai un ami qui m'appelle qui me dit hey, écoute, j'ai frappé le mur. Je suis comme OK, mais je garde. Donne-toi un an. Ouais. Moi, c'est la date, c'est le temps. Habituellement, je dis ça va revenir, ça va partir, ça va revenir, ça va partir. Mais à un moment donné, tu vas trouver ta formule. Mais essaye des affaires, par contre. Il faut que tu essayes. Tu sais, va voir un psychologue, va jaser, va voir. Il y a plein de traitements aujourd'hui pour t'aider à méditation, etc. Naturopathie, même, des plantes calmantes. Écoute, sérieusement, whatever works. Là, whatever. Chacun a son truc, puis c'est le fun qu'aujourd'hui, on en parle très, très ouvertement, parce que moi, c'est par conversation que j'ai trouvé des options que j'aurais pas nécessairement réfléchi auparavant. Donc, c'est clair. Et après, mais comme c'est ça, comme tu dis, après, il y a comme une espèce de paix qui s'installe, mais aussi tes limites que tu es capable d'avoir. Là, mais oui. Que tu devais probablement dépasser beaucoup trop avant. Ben oui, puis tu sais, même quand ça a commencé, cette affaire-là, c'était avec la Passion d'Augustine, puis j'arrivais pas à gérer ce tournis-là. Ah, t'es-tu sérieux? Ouais. Le tournis dont tu parles, je l'ai vécu, mais il y a... Pendant le film? Après le film. Ouais, OK. Ça a été très... Mais pendant le film, ça allait. Je veux dire, oui, parce que je crois qu'elle est assez douée, Léa Poule, pour ça, il y a eu aucun problème. Le conservatoire m'a fait des horaires de... Tu sais, ils nous ont accommodés. Je faisais les examens le soir après mes journées de tournage. C'était super bien rodé. C'est après que... perdu un peu le ground. J'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui était réel ou pas dans toute cette machine-là. Qui va vite. Ouais. Et justement, là, Mais qu'est-ce qui était difficile? C'était... est-ce que c'était tout ce qui était médiatique après? Ou c'était plutôt de répondre à cette image-là. C'est comme si on associait une image
à une personne qui était un petit peu je dirais pas en distorsion, mais en décalage. En décalage, OK. Ce qu'il voyait à l'écran, c'était pas nécessairement qu'est-ce que j'étais, puis c'est comme si la distinction était pas claire. Mais quelque part, je comprends qu'elle n'est pas claire parce que, tu sais, t'es avec ton piano. Ouais. On fait OK, c'est beau, terminé, mais après, dans la vraie vie, t'as encore ton piano. Là, les gens, ils vont avec une simple déduction étrange, mais normale un peu. Puis après, c'était là que c'est devenu un peu compliqué. Oui, c'était plus de savoir qu'est-ce qui me fait du bien dans tout ça. Est-ce que tu as envie de continuer à faire du jeu? Oui, mais... Parce que tu as aimé faire du cinéma? Oui, vraiment. Comme tu disais tantôt, ton petit tiraillement de théâtre, il est sûrement apparu là, où est-ce que tu te dis pourquoi? Parce qu'avant le film de Léopold, tu n'avais jamais joué. Non. Officiellement, pas de théâtre. Oui, j'ai fait du théâtre de comme 7 ans à 13 ans, parascolaire. Parascolaire, non, mais c'est ça, parascolaire, mais je dis pas d'une... Pas d'une grande intensité. Et ni professionnelle. Ni professionnelle. Donc, toi, quand tu es embarqué là-dedans, c'est certain que quelque part, tu as joué un peu toi. Oui. Tu étais naturel. Tu jouais le rôle de Lysandre. Oui. Et là, quand c'est terminé, après, c'est de se dire, si tu te lances comme comédienne dans d'autres choses, ben là, ça sera pas toujours ce personnage-là. Puis c'est là que ça devient sûrement un peu compliqué. Puis... Mais c'était bien avant d'aller en Europe, ou c'était juste un peu avant, peut-être? Je sais pas trop. Juste un peu, oui. Juste un peu avant. Et c'est pendant l'Europe que tu as trouvé tes repères un peu plus? Oui. Je dirais que sur les 2 années d'avant, j'avais pas envie de faire mon concours en solo, justement parce que dans ma tête, j'allais pas répondre à la pression, aux exigences de qu'est-ce qu'on attend de moi, tu sais, puis ça me faisait pas nécessairement du bien. Puis je me disais, je veux pas arrêter de performer parce que je pense que une des affaires que je sais faire, c'est travailler puis jouer. Ouais. Puis j'adore ça. Puis là, je perdais le goût de jouer parce que ça me rendait trop anxieuse. Fait que non, je comprends. D'aller aussi dans un endroit où est-ce que personne te connaît, tu sais, c'est quand même petit, le milieu de la musique classique, tu sais. Au Québec, oui. Au Québec, quand tu vas en Europe, puis soudainement, tu peux être la musicienne que tu veux, puis... Donc, il y avait un soulagement de ça. Un soulagement, oui. Wow! Oui, c'était bien... Puis maintenant que tu as passé justement en Europe et que tu es revenu, et que comme tu dis, ben là, je fais encore un peu des projets ici et là, je veux dire, ton regard vers la scène québécoise classique, est-ce qu'elle est plus paisible aussi? Oui, vraiment. OK. Ça l'a aidé, ça. Oui, puis j'ai eu des belles collaborations avec Pentaèdre, notamment, ou avec Stéphane Tétrault, tu sais, qui sont des musiciens qui ont une énorme générosité. Ouais. Puis qui ont comme une... c'est des gens que je trouve calmes, puis posés, puis ça me permettait juste d'avoir du plaisir en jouant, tu sais, puis c'était pas... Ah, OK. Non, mais les cadres scolaires pour la musique, c'est des fois... un peu dangereux. Faut faire attention. Faut être capable. Je pense que tout le monde, dans toutes les écoles de musique, font un effort pour essayer de admettre que c'est peut-être pas la meilleure façon d'agir avec les gens et qu'il y a d'autres... On peut accompagner autrement les étudiants. Donc, c'est une bonne chose. Donc, Léopold, le film arrive, gros succès, tu as gagné même un prix, tu as des nominations. Ça, quand même, c'est une pas pire carte de visite pour quelqu'un qui est un peu intéressé à ce métier-là. Après ça, c'était quoi les projets, je pourrais dire, de films ou de téléséries qui sont apparus? Après, j'ai fait plusieurs courts-métrages. Oui, j'en ai vu passer quelques-uns. Un long-métrage aussi. Après, je suis partie. Ah, c'est ça, après t'es partie. Mais là, depuis que t'es revenue, c'est ça, tu me disais que t'as eu des tournages. Oui, j'ai fait la série KO, qui a passé en septembre. Et puis, depuis quelques années, j'écris avec Daphné Côté-Allé une web-série sur 2, disons, comment on va les appeler? Pas des... On les appelle avec beaucoup d'affection nos losers marginales. OK. C'est comme deux filles qui font de l'opéra-théâtre de très mauvais goût, mais qui en sont pas vraiment conscientes.
De l'opéra-théâtre. Ouais. Opérette du genre un peu? Non, plus du Nathalie Choquette, mais pas super bon. OK. Comme des autodidactes. C'est comme musicalement, ça se tient. Ouais. Sauf que ce qu'elles amènent comme mise en scène, c'est complètement absurde. OK. C'est de l'humour absurde, dans le fond, qui nous a donné envie d'éradiquer toute forme de jugement. T'sais. C'est comme des personnages qui pensent pas au regard de l'autre. OK, ils s'en contrefichent. Ils s'en fichent. Ben, en fait, ça commence à devenir un enjeu entre les deux. Il y en a une qui commence à catcher. À sentir la réaction de l'œil extérieur. Oui, fait qu'on a une liberté totale en termes de création. Où est-ce que... Mais c'est drôle parce que là, ça nous rattrape, tu sais. On écrit sur des personnages qui n'ont pas de regard, qui n'ont pas de souciance du regard de l'autre. Mais des fois, nous autres, on finit par en avoir. Ouais, mais on essaie d'appliquer ça, cette philosophie-là de nos personnages à notre création. C'est tellement le fun. Puis on va commencer à tourner à l'automne. À l'automne. Avec Alec Pronovo qui réalise, qui est un super réalisateur. Puis ça va passer à Nouveau. OK, à Nouveau. Mm-hmm. Et web-série, combien d'épisodes vous avez écrit? 7 épisodes. Wow, quand même. Puis ça, c'est des durées d'environ... 15 minutes. 15 minutes, quand même. C'est quand même beaucoup. Tout ça ensemble, tu prends toutes les 15 minutes, c'est un film. Oui, c'est ça. Ouais, c'est beaucoup de... Mais ça va bien quand on y va par épisode. Oui. Puis tu sais, moi, j'apprends aussi énormément. Je suis assez... Tu sais, je suis pas scénariste dans la vie. Mm-hmm. Puis Daphné, elle, a eu un certificat en scénarisation. OK. Donc, tu sais, pour tout ce qui est côté plus technique, je l'ai vraiment appris en le faisant. Puis moi, je sais que mon rôle dans le duo, c'est pas nécessairement tout ce qui est comme technique de scénarisation, ça, je l'ai pas. Okay. Mais je sais que dans cet épisode-là, j'ai envie qu'il y ait ça qui arrive, tu sais. Puis on s'envoie la balle, on improvise, puis on dialogue. Mais vous dialoguez, vous écrivez, c'est super. Ouais. Le tournage s'en vient. Ouais. Tu joues dedans? Ouais. Cool. Oui, les deux, on joue dedans. Elle aussi, elle joue, parce qu'elle a son certificat, mais elle chante, donc. Elle chante, elle a fait 8 ans d'opéra, Daphné. OK. Puis c'est rendu une comédienne super. Ben oui. Donc, ça, c'est comme un petit cheat code de Daphné. Il y a personne qui sait vraiment ça, mais elle est capable de chanter de l'opéra. Moi, je savais pas. Vraiment bien. OK. Vraiment bien. C'est comme impressionnant. Puis quand on s'est parlé de ça, on s'en est parlé la première fois qu'on s'est rencontrés. OK. Puis direct, on a fait... Attends, mais il faut qu'on écrive ça ensemble, ça n'a pas d'allure. Mais ça va je sais pas, je demande, peut-être tu veux pas aller en détail, évidemment, c'est pas encore tourné, mais est-ce qu'on va se retrouver dans un univers de ces deux filles losers, comme tu dis, qui sont en création et qui font des gigs, des concerts, puis là, ça se passe comme de façon étrange? Ben, tu sais, c'est aussi un parallèle avec la difficulté d'être musicien classique, de te ramasser à faire une journée, une gig, je sais pas, là, tu sais. Je suis certaine que ça t'est arrivé dans la vie d'avoir une gig au Wigmore Hall, puis la semaine d'après, peut-être dans un... là, nous autres, c'est des CHSLD ou des affaires où est-ce que c'est pas vraiment glamorous, pas en tout. Il y a des centres commerciaux, il y a des soupers bénéfices. Donc, je présume chaque épisode, c'est une gig. À peu près, oui. Mm-hmm. Là, avec évidemment, d'autres événements. On a un budget de web-série, donc il y a beaucoup de... Tu sais, ou c'est soit une gig ou c'est soit en préparation d'une gig. Wow. Et donc là, les antagonistes, c'est le band... je pense que je peux en parler, le Gluten Tag, qui est un band indie du Myland. OK. Donc, tu sais, c'est très autoréférentiel, évidemment. Comme, tu sais, ça reste proche de nos vies, qui vient approcher un des personnages parce qu'ils ont envie d'avoir une fille dans leur band. Okay. C'est un truc qu'on a vu, que j'ai vu personnellement cette année. De plus en plus. De plus en plus, pas se faire approcher, se faire tokeniser, dans le fond. Se faire approcher parce que t'es une fille, pas parce que t'es une bonne musicienne. Ça arrive de plus en plus, hein, quand même. Arrive. Ouais, ça arrive, mais c'est drôle d'en rire. Moi, ça m'a fait du bien de faire une petite flèche à ça, parce que... T'as-tu déjà eu ça, toi? Ouais. Non. Ouais. Tu le sentais? Ouais.
Mais il dit... Spoil, spoil, Est-ce oui. qu'à un certain moment, il l'articulait vraiment? Ouais, j'ai déjà eu ça d'articuler. On t'engage parce que t'es une fille? Ouais, ben, ou, tu sais, quelque chose du genre de « je veux un ben de fille », tu sais, quelque chose du genre. OK. Mon Dieu, je pensais que les gens seraient peut-être légèrement plus subtils des fois. Ouais. Mais tu sais, il y a toutes sortes de monde. Mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens que c'est vraiment comme une énergie qu'ils recherchent, puis c'est honnête, là, tu sais. OK, mais vu... Évidemment, là, tu sais. Oui. Sauf que ça m'est quand même arrivé, puis ça m'a tellement fait rire que je trouve que c'est vraiment un bon niveau de personnage antagoniste, tu sais, à notre duo qui est comme... tu sais, dans le fond, l'histoire, c'est plus... Qu'est-ce que tu préfères faire? Être avec des gens cool ou être avec la vérité du fun, tu sais? Ouais, non, c'est ça, mais c'est un bon dilemme, ça, quand même. Ou la vérité du fun. Ouais, la vérité du fun. Ouais, non, j'aime ça. Mais là, donc, t'as été obligé de creuser dans tous les contrats les plus bruns que t'as eu dans ta vie, puis t'as dû en avoir des... Ah, c'était tellement le fun. Hein. Ah non. Ouais. Puis tu sais, des situations où est-ce que tu te dis, ça se peut pas vraiment. Moi, c'est mes histoires préférées. C'est clair. Les mauvais contrats, là, puis quand j'ai des amis musiciens qu'on s'est pas vu depuis longtemps, puis là, quelqu'un fait « Écoute, tu devineras pas où j'ai joué, puis qu'est-ce qui s'est passé. » Ça me fait hurler de rire. Moi, j'en ai eu le droit quand même même avec Molinari, des fois où est-ce qu'on n'était pas à la bonne place, que c'était tellement bizarre, mais avant ça, surtout quand j'essayais de payer mes études, puis je faisais des contrats de mariage, contrats de baptême. J'ai déjà joué dans un contrat de divorce. Mais non. Oui. Il y avait un couple qui faisait un party cérémonie de leur divorce. Ils étaient super contents. Ils ont fait, bon, ben là, c'est fini. Fini les chicanes. Aïe. Puis ils faisaient un petit party. Puis là, devant leurs invités, ils annonçaient, on va juste vous dire, on se divorce. Puis là, moi, en arrière-plan, nous, on joue des canons de Passion Bell. Puis des heures... Ouais, je te le dis. C'est quelque chose. Ouais, puis là, tu fais, OK, bon. Puis tout le monde faisait, on s'en doutait, super. Puis toi qui connais rien l'univers, tu veux juste ramper puis aller te cacher quelque part. Parce que c'est bizarre, tu sais. Mais non, c'est très bizarre. Je sais pas. Okay, mais on s'en parlera. Moi, je peux t'en nourrir. Hey, attends, moi, c'est super. Je peux te nourrir un bon 3 saisons. Il y a des affaires que je ne mets pas à l'aise de dire au micro que j'ai vécu. Ouais, écoute, fou, écoute, n'empêche qu'on est toujours pas pris un peu de jouer dans ces petits contrats-là. Il y a toujours un peu d'alcool qui est présent. L'alcool, des événements émotionnellement trop gros. Pour certains, ça fait pas un super mélange. Ah non, c'est clair. Mais bon. Donc, c'est super excitant. Vous allez commencer à tourner cet automne, tranquillement, voir... c'est quand même des gros projets. Et parallèlement à ça, quand même, tu avais toutes ces tournées, je présume, qui doivent être en train de se mettre en branle avec ton projet. Est-ce que c'est déjà un peu annoncé? On peut aller voir ça dans des lieux ou pas trop encore? Cet été, c'est plus des festivals. Festival, ici et là. Je m'en vais au festif samedi. OK. Après, la semaine d'après, au festival à Lévis. OK, après le FME. FME, OK, ça c'est cool. Ouais, c'est super cool. T'étais-tu déjà allé juste comme auditrice? Ah, mon Dieu. Okay, première fois au FME. OK, tu vas te marquer au fer, crois-moi. J'ai très, très hâte. Puis après ça, des spectacles à l'automne au Québec. OK. Oui, tranquillement, ça va... Parlons encore un peu du jeu parce que t'as fait, OK, j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais jeune, parascolaire, là, t'as embarqué dans les films, mais t'as surtout embarqué dans des trucs de jeu, de comédienne, mais avec caméra. Ah oui. Est-ce que l'idée de se retrouver sur des plages de théâtre, mais faire... Non? Non, pas du tout. Il n'y en a pas question? Il faudrait que ce soit un truc très spécifique, mais c'est pas ma scène. C'est pas mon lieu. C'est pas ta scène. Non, ta scène, c'est pour faire du son. Ouais, puis je pense que j'en ai assez avec la musique directe, dans le sens où le théâtre, c'est un art direct, versus le cinéma qui permet l'erreur, qui permet... Ben, pour moi, c'est un truc assez important parce que, tu sais, j'en parle beaucoup, mais j'ai une peur de perdre la mémoire assez
importante. Ah oui? Ouais, tu sais, suite à des complications, tu sais, puis c'est comme si... Ah, t'avais pas eu un incident, je crois, t'avais une commotion. Fait que c'est comme si, ben, tu sais, même, c'est pas un hasard que je fasse plus de solo en piano parce que ça nécessite une mémorisation de toutes les pièces. Ouais. Puis c'est pas un truc que je me voyais faire encore. Tu sais, je fais encore des cauchemars de devoir faire des concerts puis de... Ouais, mais la mémorisation, après, ça peut être tout discuté. C'est comme Alexandre Tarot, tu sais, le pianiste français, lui, il prend sa partition tout le temps. Concerto, peu importe, il a pris, puis pendant longtemps, il s'est fait juger. Il se fait encore juger, mais il s'en contrefiche. C'est bien. Non, mais si j'avais à faire ça, puis tu sais, je l'ai fait à un moment donné, Mathieu Lucien, il avait... m'avait invité avec les violons du roi à faire un concerto de Bach, un mouvement pour un bel événement, puis j'avais dit, est-ce que ça te dérange? Il dit, pas du tout, voyons donc. Puis j'étais comme, ça fait tellement du bien de t'avoir, Mathieu. Ouais, non, je comprends. Non, c'est une drôle de tradition, le par cœur. C'est vraiment... En même temps, c'est un exercice qui est bien à faire. Oui, vraiment. Parce que c'est se détacher de la partition, puis c'est des fois d'être un peu plus présent avec toi-même, puis ça, je peux le comprendre. Mais moi-même, ça fait super longtemps que je joue du par cœur. À la quantité de musique que je joue en une année, non, c'est ça. J'ai pas le temps de mémoriser grand-chose. Là, ça va tellement vite. Là. Mais OK, donc la peur du par cœur, donc t'as eu une commotion, puis et t'as ressenti ça pour la mémoire. La mémoire tu sais... de plus grosses affaires, tu sais, de pièces, tu sais... Parce que tes chansons, ça va, tes chansons. Chansons, ça va, tu sais, on parle de petits morceaux, tu sais, quand mon cerveau, il voit, OK, ça, c'est petits morceaux, j'y arrive, tu sais, je suis capable de me dire, OK, là, j'apprends le show de, tu sais, peu importe, là, qui j'accompagne, là, Claude Gaille, Ariane. Là, je me dis, OK, là, il y a 11 pièces, ça sont dans telle tonalité, ça va bien, je suis là-dedans, c'est tel thème. Tu sais, je me donne des repères. Mais je veux pas dire non plus ça méchamment, mais aussi, je veux dire, la structure des accords répétitive, il y a quelque chose qui s'installe quand même assez bien dans les doigts. C'est un vocabulaire. Alors, si je te mets une partition de Webern, là, écoute, ça va être un peu... il se passe d'autres choses. C'est ça. C'est comme... C'est ça, les codes sont compréhensibles pour moi, puis sont plus simples à intégrer que, mettons, une pièce de théâtre. Mais le pièce de théâtre, mais écoute, l'idée de mémoriser tous ces textes-là... Non, mais ça me terrorise. Ah non, je comprends. Moi, j'ai fait... Non, j'en ai déjà parlé. J'ai fait un spectacle pour enfants avec Molinari, une pièce de théâtre, puis c'était, écoute, la douleur d'apprendre ces textes-là et de finalement arriver sur scène puis de se tromper de A à Z. Ouais, puis de pas dire les bonnes affaires. Ça, c'est terrible. Disons que tu as tous ces projets-là. Est-ce que tu arrives à avoir un peu de temps dans ta tête à imaginer d'autres trucs que tu aimerais explorer, ou en ce moment c'est suffisant, là, t'as pas le temps? En ce moment, c'est même... je trouve que j'en ai trop sur mon plateau, puis il faudrait que tu délègues un peu? Je délègue un peu. Parce que je veux bien... Ça, c'est comme un souci. Je veux je suis quelqu'un qui se commet beaucoup. Quand je suis dans un projet, j'y suis à fond, puis je veux bien faire les choses, je veux bien travailler. Ouais. Donc, s'il y en a trop, je veux pas arriver pas préparer un endroit. C'est comme manque de respect pour tout le monde, tu sais. Puis, mais là, ça va, là. C'est bien. Les assises, les bases sont établies. Et l'album, explique-moi le titre, s'il te plaît. Sans oublier. Ouais. C'est comme... tu sais, je parlais de la mémoire tout à l'heure. C'est comme... pendant la pandémie, j'ai lu beaucoup de journaux de femmes écrivaines ou de gens en général. Je trouvais que moi-même, j'avais mon propre journal que j'entretenais. Puis je me disais, c'est tellement bien d'inscrire dans le temps, tu sais, où est-ce que t'en es. En 2021, 2022, tu faisais cet album-là, tu sais, où il y avait de quoi dans l'idée d'inscrire dans le temps qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Puis donc, en lisant les journaux de Sylvia Plath, par exemple, ou Marie Huguet, je me disais, mon Dieu, c'est tellement des réflexions dans lesquelles je me retrouve. Puis là, j'ai eu l'idée de faire une espèce d'album hommage, de ne pas oublier ces personnes-là aussi. OK. Il y a donc l'idée de moi m'inscrire comme, OK, là,
cette date-là, c'est ça que je faisais. Je vivais ces émotions-là. Puis il y a aussi l'idée de faut pas oublier qu'il y a eu ces femmes-là qui ont pavé un chemin avant moi. Mais est-ce que tu fais de la citation dans les textes? Est-ce que tu vas chercher des bouts de texte d'autres autrices? Mais il me semble que c'est toutes des compositions de toi. Oui, il y a pas de citation à proprement dit, mais c'est comme, je vois ça comme des hommages. Des hommages, des réflexions, peut-être aussi un peu. Tu sais, il y a des affaires que Sylvia Plath a dit que je sais comme, mon Dieu, j'aurais aimé ça, avoir pensé à ça. Tu l'exprimes parfaitement. Et donc... Ben moi, en écoutant je l'ai déjà écouté quelques fois, je trouve pas qu'il y a beaucoup de tristesse dans ce disque-là. Non. Malgré qu'il y a une espèce de mélancolie parfois par la couleur des accords que tu utilises, puis même dans les arrangements, comment c'est établi. Mais c'était un disque étrangement d'espoir plus que d'autres choses. Oui, puis c'est le but aussi, tu sais. Avec Maison Dieu, c'était comme même réflexion, tu sais, de s'être reconstruite, tu sais, un peu d'être partie, d'avoir été comme absolument, pas personne, mais tu sais, d'avoir été comme quasiment invisible dans un lieu trop grand pour moi, puis là, de bâtir tranquillement une petite affaire, tu sais. Donc, c'est ça l'idée de mon premier EP, tu sais, comme, OK, faire monter quelque chose tranquillement, tu sais, une tour ou quelque chose. Puis l'idée de la lumière était vraiment très, très, très importante dans tout ça. Puis il y a eu comme des événements entre ces deux publications-là. Puis pendant la composition de l'album, c'était un peu impossible pour moi de regarder à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je passais par l'image de quelqu'un d'autre pour parler de ce que je vivais. Parce que c'était un peu difficile, mon état... Puis je voulais pas... En général, je suis positive. En général, j'ai envie d'aller vers ça, d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, le fait de m'accrocher à... Je sais pas, mais tu sais, je parle de Sylvia Plath, mais il y a aussi une chanson sur ma meilleure amie, tu sais. Il y a une chanson sur ma grand-mère, il y a une chanson sur mes sœurs. Fait qu'il y a de quoi de comme m'accrocher aux personnes que je trouve comme, justement, lumineuses. Tu dirais que c'est plus... mais là, je dis ça, c'est une conclusion suite à ce que tu dis, mais c'est plus centré sur des personnages féminins. Oui. Ouais. En général. C'est la ligne plus construite, justement, que ce soit tes racines avec ta grand-mère ou ta meilleure amie ou encore des personnages historiques. Ouais. C'est un peu comme une démarche, je dirais, de la femme à travers le temps. Ouais, un peu. Ouais, si ça avait été comme une pièce de théâtre, ça aurait pu être ça, les thématiques. En même temps, je suis content de l'apprendre et je le saurais pas que c'est correct aussi. Ben tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que... C'est ça le but, tu sais. Faut pas que ça soit... Je voulais pas que ce soit comme tant référentiel que ça. C'est pour ça que c'est des messages cachés. Mais c'est ton code. Ouais. C'était ton code de création. Absolument, t'es balisé. Tu t'es donné C'était-tu volontaire ou c'était involontaire, la restriction d'aller avec toutes ces femmes-là, ou c'est juste apparu naturellement? Non, c'est vraiment apparu naturellement. En fait, j'aime bien avoir un concept, là, tu sais. Mm-hmm. J'aime bien les albums au concept, on s'en reparlera tout à l'heure. Avec un autre album que j'ai envie qu'on discute. Mais, tu sais, Maison Dieu, c'était de faire référence aux personnages mythologiques. OK. Soit personnels, ou soit grecs, ou soit... Tu sais, peu importe, là, des entités mythologiques. Ou, tu sais, d'aller visiter un peu le mysticisme, ou genre le tarot, ou, tu sais, ces affaires-là, tu sais, parce que Est-ce que t'aimes ça? Oui, j'aime ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça régule pas ma... j'essaie d'avoir... Je sais pas, il y a une curiosité. Je sais pas c'est quoi mon rapport encore 100% à la spiritualité, mais j'ai de la curiosité envers ça. Puis là, c'est consacré à ça. Chaque chanson a été comme un personnage. Mais là, après ça, sans oublier, il y a eu la première chanson que j'ai écrite, c'était Tintagel, sur comme un peu dédié au mythe de Tristan et Iseult. Puis c'est comme si je m'adressais à Iseult, qui avait pas bu le filtre d'amour, puis qui avait continué sa vie. Puis c'est une espèce de comme modernisation du mythe.
Alors, qu'est-ce qui se passe si toi, tu t'en vas toute seule, puis tu t'en vas faire qu'est-ce que tu as envie de faire, tu sais, sans Tristan, tu sais. Un peu ça, l'idée derrière ça. Puis là, finalement, après ça... J'adore savoir tout ça en passant. Mais là, ça me fait tout un autre regard sur la pièce. Puis après ça, j'ai rencontré comme une personne qui s'appelle... tu sais, c'est la chanson du Pan Impossible. Tu sais, juste une personne qui arrive puis qui a comme, justement, énormément de lumière, puis... T'as envie de suivre. Puis c'est comme une personne qui passe. OK. Là, après ça, j'étais comme, mon Dieu, je suis encore une fois attirée à l'association personnage-chanson. Ah ouais. Puis j'ai trouvé ma ligne directrice en pensant beaucoup à ma grand-mère, puis à ma meilleure amie, justement, qui me manquait, tu sais. Puis là, finalement, L'album est apparu. L'album est apparu. Puis... Est-ce que tu as rejeté des chansons de tout ça? Est-ce qu'il y a des chansons que tu as tassées? Ouais, je trouvais qui fitaient moins ou qui n'étaient pas assez aboutis. Puis... Mais tu les mets dans le grenier en attendant, tu les laisses reposer. Ouais. C'est pas fini. Non, c'est jamais perdu. Ces chansons-là... Ils vont réapparaître. Il y a souvent étrangement, c'est souvent des bijoux qui peuvent réapparaître, tu sais pas quand, puis... qui vont avoir bien plus de puissance dans un autre contexte, dans un autre, justement dans un autre concept, si on peut dire ainsi. Oui. Très cool. Est-ce que tu as avant qu'on passe à l'autre segment, est-ce que tu as des petites choses à plugger ou à dire? Ben, tu sais, on parlait des musiciens, c'est vraiment important, tu sais, de les nommer. Là-dedans, il y a les choristes, entre autres, il y a eu Naomi Delorimier, qui a son propre projet qui s'appelle Nao. Okay. Ariane Roy. Lou Adrienne Cassidy, qui ont chanté sur Tintagel, sur... Quand même pas pire trio de choristes. Super trio. J'ai eu la chance de les avoir pour une session live aussi de Tintagel, qui donnent beaucoup de force, puis qui m'ont beaucoup supporté dans tout ce qu'on vivait. On a toutes sorti nos albums cette année. On a été beaucoup en communication parce que c'est des grosses... réalisation, puis ça fait peur, ou tu sais, on a des moments où est-ce qu'on n'a plus envie de le faire, puis on s'est beaucoup soutenu là-dedans. Il y a Uri au violoncelle. Mm-hmm. La personne qui a fait les arrangements, c'est Aaron Wolf, qui est un ami que j'avais rencontré à Orford, avec qui on a gardé contact, puis il a fait les arrangements de trombone, de violoncelle. Cool. Kerry Bursey à la guitare. Théorbe là-dedans. OK. Et puis, il y a le quatuor de trombone de Bruno Laurent Joyal. OK. Donc, Mathieu Bourget, Sébastien Côté, puis Alexandre. Et le trombone t'a suivi, hein, quand même? Ouais, quand même. Mais j'ai une affection particulière pour cet instrument-là. Puis, je trouve ça tellement beau, des quatuors de trombone. Je trouve tellement que ça donne du coffre. Je connais zéro le répertoire. Oui, chez des quatuors de trombone, mettons, dans le répertoire, mettons, si tu me dis... Les 3 tunes incontournables du trombone, c'est quoi? Le concerto de Tomassi. La sonate de Endemite, peut-être. OK. Puis, qu'est-ce que j'ai joué beaucoup? Avec mon ancien copain, il faisait beaucoup de pièces de violoncelle sur trombone. Transcrites. Oui. OK. La sonate de Brahms. OK. Ouais. Tomassi, Endemite. Schumann. OK. Les romances de Schumann. Les romances de Schumann au trombone. Ouais. Okay. Écoute, plein de honte. J'ai jamais assisté à un récital complet de trombone. Non, mais c'est... Je le connais plus dans le contexte symphonique, évidemment, là. Mais à explorer. Cool. Alors, c'est l'heure de passer à la prescription. OK. Alors, Lisandre, je t'écoute. Alors, ma première suggestion, c'est vraiment pas un conflit d'intérêts ici. Non, mais parce que j'ai vraiment eu des grandes émotions en écoutant cet album-là. C'est l'album Desiderata de Ben Chemi. Oui. Avec le quatuor Molinari. Oui, merci. Puis,
j'aimerais t'entendre m'en parler un peu, de ton expérience, parce que... Mais je sais, mais je suis pas surpris que ça t'ait touché. Et surtout quand on connaît Ben Chemi, son travail avec Suns. Mm-hmm. Tu sais, sûrement t'es fan de Suns aussi. Je suis une extrême fan. Puis ça, c'est un band qui est le fun à écouter sur disque. C'est un band qui est extraordinaire à voir en show. Ah ouais, c'est charismatique, c'est le fun, il y a une ambiance. Puis même dans le public, il y a une ambiance. Et dernièrement, dans les journaux, on a commencé à déclarer à quel point le public était insupportable. Le monde qui prend des photos, le monde qui chante les paroles. Là-dedans, ce qui est le fun, c'est que c'est pas vraiment possible de chanter parce que tu vas avoir l'air niaiseux. Absolument. Parce que la voix de Ben n'est pas vraiment imitable aussi. C'est très atmosphérique. C'est passé dans du vocoder. Exactement, c'est atmosphérique. Bon, personne chante. Ça, déjà, on va le donner. Si vous voulez un concert ou un show qu'il n'y a personne qui bugle à côté de vous, ça, c'est quand même un bon rendez-vous. Et les gens écoutent. Donc ça, c'est fun parce que c'est dans les textures, il y a beaucoup de couleurs. Et ce projet solo-là, j'étais bien content parce que c'est arrivé... En fait, notre histoire, c'était juste parce qu'on s'était recroisés sur un plateau à Catherine Perrin, puis il était venu parler de Suns, puis des tournées en Europe. Et lui, on se connaissait parce qu'on avait étudié en même temps à McGill. Ah, OK. On a fait nos études en même temps. En quoi il avait étudié, lui? Si je me souviens, il était en jazz. Oui, puis après, il est allé étudier à l'Université de Montréal en écriture avec Anna Sokolovic en composition. Ah, OK. Ouais, quand même. Est-ce que c'est lui qui a fait les arrangements? Oui. Il a travaillé sur les arrangements, oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment... Il a pris un temps fou à mettre ça en place. C'est extraordinaire. Oui, et puis, qu'est-ce qui était la belle aventure de ça? C'est que, bon, il habite à Paris maintenant, mais il était entre Montréal-Paris. Et quand la pandémie a frappé, l'année passée, et qu'on ne pouvait pas faire de concert en salle, tout ça, le premier concert en salle sur l'île de Montréal qui a eu lieu, c'était nous autres avec lui. Il y en a eu un concert 2 heures plus tard. C'était un vendredi soir en février quand ils ont réouvert. Et écoute, c'était tellement cool. On était au Théâtre de la Chapelle où est-ce qu'il y avait une résidence de travail. Oui, je me rappelle. Et c'était distanciation à fond, les masques, tout ça. Puis on était sur scène, puis il y avait toutes les bébelles que tu peux pas imaginer que Ben avait amenées pour passer sa voix. Et là, on l'a expérimenté chaud, c'était allé super bien. Et un mois plus tard, je pense, on était dans le studio. On a tapé ça... au complet, puis ça donne ce résultat-là dans lequel je trouve qui est cool parce que bon, il a tapé, il a passé beaucoup de temps, il est très raffiné. Il va passer beaucoup de temps à travailler sur le mix, mais aussi à travailler sur différents effets. Puis c'est un projet super personnel qui lui appartient, puis j'étais content d'être avec quelqu'un que j'aime beaucoup, un bon ami, puis et de le voir créer aussi, parce que moi j'ai toujours admiré d'un extérieur. J'ai fait des sessions d'enregistrement quand il était jeune, étudiant, mais je n'avais pas vu encore professionnellement. Puis c'était très agréable. Oui, parce qu'il y a de l'ordre de... il y a quelque chose de mystique aussi pour moi là, dans tout ça. Puis des Desiderata, ça réfère au poème. J'étais allée relire le poème aussi, puis je me suis dit, OK, il y a comme une démarche dans tout ça. Je sais pas, je veux me garder aussi ma propre interprétation de tout ça, mais c'est vraiment comme un film ou un livre, là, cet album-là. Puis même aussi avec les enregistrements de comme des répondeurs avec des voix qui ont l'air des mamans. Il y a comme de quoi de rassurant, d'un peu inquiétant, mais aussi de très unique là, dans cet album-là. J'ai vraiment... Complètement d'accord avec toi, mais écoute, je vous mettrai en contact, vous irez prendre un café. Ben oui, c'est vraiment un des musiciens que je trouve oui, puis c'est quelqu'un qui c'est le fun d'aller s'asseoir puis jaser, vraiment de musique puis d'idées. C'est quelqu'un qui pourrait aller écouter tes trucs puis te dire « Ah, tu pensais que tu devrais peut-être faire... » C'est comme conseiller, puis là, dernièrement, il est en train de finir de la musique pour avec quand même le milieu de la danse, une chorégraphe Daniel Desnoyers, qui est en train de faire, là, qui va bientôt sortir. Puis moi, il était venu faire aussi, juste avant la pandémie, la musique sur un show de danse que je faisais avec Virginie Brunel. Donc, il fait toutes sortes de choses. Il est comme nous autres, les filles. Il embarque dans plein de projets. Là, un tripeux. Oui, Maintenant, moi, je te conseille... Mais écoute, c'est pas assez original, mais en même temps, ça décrit très bien mon été. L'été, je prends souvent de l'avance sur mon travail pour l'année qui s'en vient avec toutes les tunes qu'il faut que j'apprenne. Et là, avec Molinari, on a un gros concert qui s'en vient en septembre dans lequel on joue une de mes pièces préférées. Et c'est le fun des fois parce que c'est une pièce qu'on a déjà jouée il y a plusieurs années. Puis là, je retombe dedans dans mes partitions, mes doigtés. Et là, je m'amuse à réécouter d'autres versions. Puis j'admire cette œuvre-là.
C'est le quatuor numéro 1 de Ligeti. Oh my God. T'as déjà entendu? Oui. OK. Ouais. C'est quand même fascinant. Il a écrit 2 quatuors officiels. Il a aussi écrit un quatuor quand il était étudiant à titre d'exercice, qui n'est pas vraiment un quatuor dans le sens que c'est vraiment une pièce lente, très romantique dans l'esthétique. Là, on est dans un truc très Bartók, un peu Shosta par moment, violent, mais en même temps lyrique. C'est tellement original, c'est out there. Si vous cherchez une expérience musicale qui est différente et vraiment à ne pas confondre avec le deuxième quatuor qui est vraiment plus expérimental, puis plus brut, puis plus violent. Et il fait vraiment ce qu'il fait. En fait, à vrai dire, si on regarde dans le cheminement de son écriture avec sa petite pièce d'étudiant, son quatuor numéro 2, son quatuor numéro 1, quatuor numéro 2, on voit l'évolution d'écriture, on voit l'artiste qui pousse les limites de son écriture. Mais c'est quand même dans les grands chefs-d'œuvre du quatuor à cordes dans ce monde, le quatuor numéro 1 de Ligeti est assez formidable, et particulièrement une version que j'aime qui est par le Artemis Quartet, qui est disponible partout où est-ce que vous trouvez votre musique. Donc, ouais, c'est ça. C'est ma suggestion. Quand est-ce que vous le jouez? Je crois que c'est fin septembre, début octobre. Je ne sais même pas par cœur, là, mais je t'enverrai un petit... À Montréal? Oui, à Montréal, au Conservatoire de Montréal. Ah, super. Oui, qui est une super salle, la belle petite salle je vais de venir musique de vous chambre. voir. Cool, merci. Et maintenant, quoi d'autre? C'est un film. OK. Je sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle The Worst Person in the World. Ouais, j'ai vu ça. Julie en 12 chapitres. Oh, ouais. Julie en 12 chapitres en français. Ça, là. Ouais, vas-y. Je veux ton point de vue, après j'en ai le mien. Ben oui, j'imagine que, moi, ça s'adressait, c'est un personnage qui a mon âge, personnage féminin qui a mon âge, qui a des convictions très similaires aux miennes. Pas nécessairement par rapport... c'est ça, c'est un personnage aussi qui a comme des concerns par rapport à l'environnement, puis par rapport à, oui ou non, avoir des enfants, puis... Ouais. Mais en fait, c'est pas tant ça qui m'a attirée dans ce film-là, c'est beaucoup comment l'humain était révélé, puis c'est comme si tout devenait quasiment accessoire, puis que ce que le réalisateur voulait aller chercher, c'était des connexions, puis l'essence du personnage principal qui est perdu, puis c'est un sentiment que j'ai souvent ressenti, puis qui fait des décisions qui des fois ont pas de sens. Ouais. Mais qui a comme il y avait des moments très très vrais, tu sais, je trouvais que c'était comme... Non, mais écoute, ça pour être vrai, moi il y a des c'est bizarre, j'ai aimé ce film-là, mais elle, là, c'est parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est le titre, quand même, en anglais, est assez révélateur. The worst person. Trouves-tu que she's the worst person in the world? Non, je pense que ça fait comme référence à... À un moment donné, il y a un des personnages qui dit ça. C'est ça. Puis, non, tu sais, c'est comme... Trouves-tu que c'est bizarre comme titre? Oui, je trouve que c'est bizarre, mais en même temps, je comprends qu'est-ce qu'il a voulu faire. C'est comme on pense tout le temps qu'en prenant des décisions radicales, c'est-à-dire en changeant de tu sais, mettons que c'est changer de carrière, tu vas décevoir ta famille. Ouais. En changeant de chum, tu vas décevoir tout l'entourage de cette personne-là. Les amis, famille. Puis c'est quelqu'un qui... c'est un personnage qui prend des décisions comme radicales. Puis qui change radicalement, puis qui continue, tu sais. Donc, le fait qu'elle ait ce trait de caractère-là peut, pour certaines personnes, come across comme quelque chose de narcissique ou de... tu sais. Oui. Non, est épouvantable d'avoir fait ça, alors que... Moi, c'était pas épouvantable tant que ça. Ben, moi, je vais révéler des choses si je veux, là. Je pense, est-ce que je me garde ça pour tout à l'heure? Il y avait une certaine interaction. Il y a plusieurs interactions avec son ex. C'est pas tant les actions que les interactions par discuter que je trouvais que c'était tellement lourd. J'avais envie de me graffiner sur des choses qu'elle lui disait alors que je trouvais que c'était inapproprié dans les circonstances. Mais je pense qu'il y a une affaire de culture aussi, à un moment donné, que j'ai compris. Que c'est comme si il y avait une affaire dans la communication qui était vraiment... Tu sais, à un moment donné, elle dit, il n'y a pas personne qui communique comme nous deux. T'sais. Ouais. Puis qui sont capables... Puis tu sais, elle disait des affaires que dans d'autres contextes, elle aurait dit ça à une autre personne, ça l'aurait jamais passé. Mais c'est comme si... Ouais. Lui aussi, tu sais, par moments, il peut être rude, puis il peut dire des affaires comme assez... Oui. Tu sais,
choquantes, là, disons. Ouais. Mais entre eux, autant ça peut être lourd ou difficile. Je pense qu'il y a comme une affaire dans la communication qui m'a comme un peu... Mais qui t'a plu? Qui m'a vraiment plu, Ouais. parce que je me dis, c'est tellement le fun de... Ben après, je veux pas jamais me rendre jusqu'à là, tu sais, dans la communication, mais de voir que c'est possible, puis je trouve ça vraiment important, justement, Mais dans des relations. Mais tu marques un point quand même quand t'as dit que leur communication à eux est unique. Puis c'est vrai que dans ben des cas, dans nos conversations avec certains amis, certaines relations, ça reste vraiment juste dans cet ordre-là. Tu peux pas aborder le même ton. Mais il y a du monde aussi qui sont comme ça. Il y a des gens que tu rencontres qui vont faire « Moi, je suis real, c'est comme ça que je parle. Prends-moi ou prends-moi pas. Je m'en fous. Mais il y a aussi d'autres qui ont des meilleurs cues sociaux où est-ce qu'on va essayer de s'adapter un peu à chacun. Et même avec l'adaptation, ben, ça mène un dialogue qui est super différent d'une personne à l'autre. Ouais, vu de même, j'avais pas pensé à ça. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, il y a comme... j'ai trouvé les acteurs tellement bons. Oui. Lex ou le personnage principal ou l'autre... Le nouveau chum. C'est... moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans les films. J'hésitais entre ça puis aussi Come On que j'ai vu récemment. C'est bon. Ça, je l'ai suggéré ici, ce film-là. Ah oui, ok, mais c'est ça, je me disais... C'est très bon. Mais c'est tellement bon. Je l'avais pas vu, puis je l'ai vu récemment. Puis il y a de quoi, c'est sûr qu'il y a aussi peut-être une déformation professionnelle, mais quand il y a des performances comme ça qui me touchent, ça reste vraiment beaucoup, tu sais. C'est sûr. Ben, en fait, c'est un peu ça on peut regarder tellement d'angles. Tu sais, c'est drôle quand on dit le film était correct, mais par contre, l'acteur était super. Ou des fois, le film était super bon, mais les acteurs, moyen. Ouais, c'est ça. Mais sur le montage, l'action, l'écriture, tout on a différents critères comme ça. Cool. Et t'en avais un dernier, finalement? J'ai commencé ça il y a vraiment pas longtemps. Mais en fait, je dis commencer, c'était le premier épisode. Puis il faut absolument que j'en parle. C'est dans les émissions les plus géniales que j'ai regardées de ma vie. Mais là. C'est The Rehearsal, produit par HBO. Et que j'ai rien vu. Par Nathan Fielder, qui a fait Nathan For You. Oui. Qui a aussi produit How To with John Wilson. Ouais, dont je suis un fan, un fan redoutable. Bon, mais alors, si t'es un fan de How To, bon, évidemment, dans le ton, il y a quelque chose de... Non, mais fais-moi le pitch. C'est quoi? Donc, The Rehearsal, c'est... disons que t'as quelque chose de très difficile à annoncer à ta famille. Disons que c'est pas vrai que j'ai eu tel diplôme. Mais ça fait 12 ans que je vous dis que je fake. Ben, puis que c'est difficile pour toi de l'annoncer. OK. Nathan et son équipe sont là pour te faire pratiquer. Donc, ils vont prendre, disons que c'est chez toi, ils vont remodéliser ton chez-toi, recréer en studio ton chez-toi avec les mêmes éléments partout, engager des acteurs pour te pratiquer dans toutes les situations de réponse possible à ton événement pour que le jour de l'événement, t'arrives prêt, puis que ce soit rodé, puis que ça se passe bien, puis mais je dis vraiment toutes les situations possibles vont être pratiquées. C'est extraordinaire. Puis c'est comme ça va dans un niveau de méta que je n'ai jamais vu. Est-ce qu'on va à la fin assister on peut pas assister à au vrai événement? Oui, on assiste. On peut. On assiste, c'est filmé de manière cachée. De manière cachée. Puis là, après, sûrement qu'il y a un petit débrief. Il y a un débrief. C'est tellement drôle. Honnêtement, il y a comme du... pour moi, c'est plus accessible que Nathan For You encore. Nathan For You, c'est quand même extrêmement cringeant. Là. C'est comme, mon Dieu, il y a des affaires que tu te dis, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il soit allé là, qu'il ait continué dans cette direction-là. Ouais. Après, j'ai vu un épisode, puis ils sont allés fort, puis c'est à chaque semaine, comme dans le bon vieux temps. Là, comme, OK, là, on attend notre épisode du je pense que, je sais pas quand est-ce que ça va. Sûrement le dimanche ou quelque chose dans le genre, mais là, on attend notre épisode avec impatience, puis
Tu sais, est-ce que ça va être... Parce que le premier épisode, honnêtement, si c'est tout comme ça, c'est du génie, et puis ça fonctionne, son idée est mais tellement... c'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, là. C'est donc, il y a pas beaucoup... Il y a un épisode de sortie. Il y a un épisode de sortie. Peut-être 2, je l'ai pas encore vu, mais donc, c'est à suivre. J'écoute tellement ça ce soir. J'écoute sur Crave, évidemment. C'est sur Crave, c'est capoté. Il y a comme une intelligence là-dedans. Non, c'est... j'ai même pas vu le temps passer, honnêtement. Okay. Ça doit être un 45 ou peut-être un 1 heure. Parce que c'est quand même tout explorer des options de peut-être une heure. Okay. Mais il y a vraiment beaucoup de réflexion là-dedans. Au final, tu sais, c'est comme useless tellement ça va loin, mais en même temps, ça donne la meilleure émission que j'ai jamais vue. Puis aussi, c'est positif envers les gens qui vont voir l'équipe de Nathan Fielder. Oui. Tu sais, des fois, dans Nathan For You, t'es comme, tu sais, il a voulu les aider, mais tu sais, pauvres eux, là, il leur fait faire des affaires qui n'ont pas de bon sens, là, tu sais. Là, je trouvais que le ton était vraiment plus drôle, quand même absurde, là. C'est très, très, très absurde tout ce qui se passe, mais je trouve que c'est plus... c'est moins malaisant que l'autre émission. Mais le ton reste toujours là, évidemment. Là. C'est le personnage de Nathan Fielder qui est excessivement malaisant. Ben non, c'est ça. Mais je l'adore. Je l'adore vraiment beaucoup. Mais là, particulièrement là-dedans, je trouve qu'il a comme pris une coche. Puis c'est conséquemment. OK. The Rehearsal. The Rehearsal. That's it. Sur Crave. On va aller trouver ça. Hey, merci. Merci à toi. C'était cool de te voir. C'est cool de t'entendre parler de tous tes projets. Puis, écoutez, tout le monde, allez écouter sa musique. Suivez-la partout où est-ce qu'elle est. Lisandre Ménard. Mais Lisandre comme nom d'artiste musicienne. Yes. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.